dans Jim Carrey qui devient Dans Jim Carrey. qui devient Dieu. Ah, Bruce Tout-Puissant. Bruce Tout-Puissant. Almighty. Quand il lui fait faire dire n'importe quoi. Ah oui, Steve Carell. Et- Voilà. Ça enregistre. Hein. Tant mieux. Bienvenue dans le Podcaps. En vrai, j'ai presque envie que l'épisode y démarre. En vrai, vas-y, let's go, c'est pas grave. Allez, Podcaps saison 2, épisode 12, c'est parti. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi, je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick ? Alors, attention, hein, préparez-vous, vous allez être surpris. Je suis fatigué. Ah bon ? Ah oui. Mais pourquoi ? Parce qu'on s'est levé, on s'est levé. Je peux me permettre de faire l'accent parce que mon papa il est latino. C'est vrai. On s'est levé à 6h du matin. On a encadré des étudiants, des lycéens pour un tournage qu'ils devaient faire toute la journée. On redémarre demain. Pareil, on se relève à 6h du mat. Toi, peut-être plus tôt puisque tu Non, pars. 6h. Ok, je me lève vraiment très tôt. Là, il est quelle heure ? Il est 20h, un truc comme ça ? Je crois. Hein. Il est 19h57 exactement et on enregistre le podcast maintenant. Je n'ai pas de notes, hein, je vous préviens tout de suite. Ça va être freestyle. On a un Pierrick fatigué et en roue libre. Oui, et je n'ai pas pris de boisson énergisante, j'ai oublié. Ça me régale. Donc déjà, pour vous contextualiser, nous serons tous les deux ce soir. Ça fait longtemps. Ouais, qu'on n'a pas été c'est presque tous les deux. bizarre. J'ai l'impression que c'est vide la table. C'est retour vers le futur. Aux OGs. Aux OGs. Aux OGs avec la ligne. Retour au Podcaps dans sa forme originelle, évidemment, mais en même temps, c'est plutôt cool. Moi, je suis content de faire. Ça fait toujours un peu du bien. Ça fait comme une petite pause en vrai. Ouais, et puis finalement, avec tous ces invités et tout, toi et moi, on n'a plus trop l'occasion de parler juste de nous se voir tout court. Non, de se voir, on se voit beaucoup, mais on n'a plus trop l'occasion de parler juste tranquille de films tous les deux, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Ce sera vraiment plus détente. Ouais. Et effectivement, moi aussi, je suis un peu fatigué. Hier, tu m'as dit, frérot, tu vas être vraiment fatigué après la journée de prévenu. Et je t'ai dit, solide, mec. Je t'ai dit, t'es sûr que tu veux pas qu'on enregistre la veille ? Je suis solide. Je pouvais pas hier soir. J'avais tout le matos à aller chercher. Est-ce que c'est mon problème ? Oui. Oui. Mais c'est pas grave, on va faire l'épisode quand même, et pour votre plus grand plaisir, messieurs, dames. Donc, on fait tout ça pour vous, ok ? Ouais, j'avoue. Rien pour vous. Bon, les amis, comme toujours, on va introduire cet épisode avec une séquence d'anecdotes. Du coup, mon cher Pierrot, quelle est ton anecdote du jour ? Je peux plus manger de crêpes. J'improvise mon anecdote, hein, vraiment. Je peux plus manger de crêpes parce que j'étais à une crêpe party, comme les gens super cool font. Le problème, c'est que on a mangé crêpes salées, crêpes sucrées. Ce qu'il faut savoir, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est que je n'ai aucun contrôle sur la bouffe, surtout sur le sucré. Littéralement, t'es glouton. Je suis glouton. Non, glouton. Comment il s'appelle dans... SOS Fantôme ? Ouais. Bah c'est bouffon ? Non. Bouffe-tout. Je vais dire Goinfrex. Un Pokémon. Oui, c'est un Pokémon. Qui n'existe même pas d'ailleurs. Si, c'est la version sous-évoluée de Ronflex. Ok. Voilà, pour la culture, hein, de rien. Et en fait, je me suis dit, franchement, étonnamment, tout va bien à force de manger. Donc pourquoi m'arrêter ? Alors voilà. Je connais les risques, gardez ça en tête. Il se trouve que finalement, j'étais chez des amis et tout, j'ai dû utiliser les WC et j'avais limite envie de vomir. J'ai cru que j'allais presque tomber dans les pommes. Je sors des WC, je me lave les mains, immédiatement je me dis, il faut que j'y retourne, tout simplement. Ah, c'est horrible quand ça se J'étais en sueur et tout. Une fois que c'est passé, c'est passé. Mais par contre, la douleur, elle était violente. Et le soir, j'avais pas trop faim, j'ai juste mangé du pain, je crois. Et d'une salade de choux. Il faut colmater. J'ai bouffé du ciment, mais c'est vraiment voilà quoi. Ça me rend très triste pour toi. Déjà la vie est dure. T'as réussi à identifier un peu ce qui aurait pu provoquer la chose ? L'idiotie de manger trop. Mm-hmm. Je pense que c'est plus de mon âge, tout simplement. Moi, je pense que c'est vraiment le lait, mec. Hein. Tu penses que c'est le lait ? Ouais. Par contre, si je puis me permettre, oui. Je trouve que nos anecdotes tournent beaucoup autour de ton caca, mec. Je suis désolé, mais vous voulez des anecdotes du quotidien de Pierrick ? Mon quotidien, c'est souvent du caca. Je suis désolé, hein, mais là, j'ai pas. On a beaucoup travaillé, j'ai pas grand chose de la vie quotidienne qui s'est passé, quoi. Non, mais peut-être des trucs plutôt du taf. Ça peut être non, cool. Ça vous regarde pas tout ça. D'accord. Il faut garder le mystique. Pas du tout. Toi, Rémi ? Ok. Eh ben, moi, pour ma part, je pense que mon anecdote du jour, je vais revenir sur, je crois que c'était samedi soir.
donc le 7 février. On a été, invité par le Cinéum. Quand je dis on, je parle de Capsule Pictures. Donc j'ai représenté l'association en tant que président pour présenter un film dans le cadre du festival des Mycéliades. Donc les Mycéliades, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, on en a parlé avec Alexis Roux. C'est un festival de sciences et pendant 10 jours, on parle de science à travers le cinéma. Et cette année, le thème, c'était résilience. Et du coup, c'était à notre tour de présenter un film. Et c'est la première fois que je présentais un film. Donc c'était un moment assez important pour moi, parce que j'avais l'impression que c'était un peu l'aboutissement de toutes ces années de cinéphilie et que j'allais pouvoir un peu montrer de quoi j'étais capable, tu vois. Et je me suis mis beaucoup de pression en amont. Ouais. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'allais présenter le film devant une salle pleine, alors que... En vrai, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup moins de monde. Ah ouais? Ouais, mais de fou. Mais parce que, désolé Alexis, mais il est au courant, il était là. Hein. Il y avait moins de monde pour la séance d'Alexis, par exemple. Alors qu'il est bien plus connu que toi, donc je pense que c'est juste le film. Mais moi, c'est pas tant pour la notoriété. Moi, je sais. Non, je sais bien, mais je veux dire que ça amène des gens forcément. Oui, tu vois, c'est sûr. Tu montres un film avec, j'en sais rien, moi, ton voisin, ça va pas ramener autant de monde que Brad Pitt, quoi. C'est sûr. Mais Alexis Roux, tu es Brad Pitt. Mais voilà, comparaison. Voilà. C'est le syllogisme de. Toi, t'es le voisin de palier vraiment, genre qui pue la clope. Et qui pisse dans la cage d'escalier. Ah, putain. Enfin bref, et tout ça pour dire que première fois que je présente un film et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était super intéressant à faire. L'exercice était très cool. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti, mais ça, il faut. Été vraiment super. C'est pas moi de concrètement le dire. Moi, je le dis, ok. Ok, moi, merci Eric. Mais non, par contre, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que après la séance, donc le film c'était District 9. Et après la séance, il y a quand même quelqu'un qui est venu échanger avec moi. Et en vrai, ça fait trop plaisir quand t'as quelqu'un qui vient de parler du film en gros, le gars m'a dit merci pour la présentation, parce que du coup j'avais des bonnes clés de lecture pour rentrer dans le film, et du coup je pense que j'ai plus apprécié le film grâce à ta présentation. Du coup ça m'a fait énormément chaud au cœur, donc je remercie ce monsieur, et du coup après on a pu parler un peu du film, et c'était super cool. Donc voilà, je pense que je l'ai dit de toute façon aux responsables du Cinéum, s'il y a besoin de présenter d'autres films, je suis très très chaud de recommencer, parce que ça m'a beaucoup plu. Mais honnêtement, t'as été super, hein. Franchement, t'as pas à douter, c'était grave stylé ce que t'as fait. Bah merci. Bravo. Merci. Moi j'ai douté de toi de A à Z, mais une fois devant toi, ça a été génial. Ce qui fait ton charme, Pierrick. Merci. Ça et la perfection. Enfin, être perfectionniste, parce que voilà. Et la chiasse. La chiasse. Bon les amis, on va pouvoir parler de cinéma. Du coup on va revenir à la formule classique. On va parler de 3 films aujourd'hui. Mais avant ça, évidemment, quelques remerciements. Je connais un peu les épisodes. Bah j'espère. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur. Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout, de l'IMAX. Oui, bon. Plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Et voilà, on dit merci au Cinéum. Avant de parler de cinéma, mon cher Pierrick, permets-moi de dire également merci à la communauté de Instagram, parce que ce week-end, on a passé les 200 followers. Alors, je sais qu'aujourd'hui, en 2026, ça c'est plus rien, 200 followers. Mais pour nous, c'est beaucoup. Mais néanmoins, pour nous, ça veut dire que le truc avance petit à petit. Donc déjà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux, parce que peut-être la bienvenue. Il y aura peut-être de nouveaux auditeurs à cet épisode. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie énormément de vous être abonnés et de nous suivre, et j'espère que les prochains épisodes vous plairont et que vous continuerez à être des auditeurs et des auditrices assidus du podcast. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, désolé pour tout ce blabla de caca. Voilà. Sachez que c'est récurrent, mais on va essayer de corriger ça. Non. Bon les amis, on va chacun notre tour parler des 3 derniers films qu'on a vus, le dernier film qu'on a vu au cinéma, le dernier qu'on a vu en plateforme de streaming et le dernier qu'on a vu en DVD, parce que comme on est des gros boomers, on collectionne des DVD et on adore ça. Oui. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? J'ai vu La Momie au Japon. Et tu me fais pas deviner. C'est parfait. C'est ça. La Momie au Japon. Bah oui, La Momie au Japon au cinéma. T'es au courant que c'est sorti ça? J'en sais rien, mec. Je me suis dit. En vrai, bon titre de film. Bah t'es allé aux arcades et t'as vu un truc très indé. Oui, d'artistes. Méconnus. La Momie au Japon. J'ai vu La Momie au Japon. La Momie au Japon. Au cinéma du coup. Je pense que. Alors, je tiens à dire que je prépare en général à peu près mes trucs. C'est-à-dire, je prends des notes vraiment avec des tirés et des listes. Ouais. Je n'ai pas préparé. Là, c'est sorti direct de ma tête. C'est un 10 et j'en suis très fier. Ok. Je le souligne, je le surligne. Ok. Ah, attends. Je sais.
Ouais. t'es allé voir Rental Family. Je suis allé voir Rental Family. Parce que, je peux te dire pourquoi? Pourquoi? Parce que Brendan Fraser, c'est celui qui jouait dans La Momie. Oui. Et il est où? Et il est où? Il est au Japon. En Turquie. Ok, bah bravo. Je suis allé voir Rental Family. Si je me trompe pas, en France, il s'appelle Rental Family dans la vie des autres. Ok. Pourquoi? C'est pas utile, ça n'ajoute rien. Voilà, arrêtez. De la réalisatrice Ikari, tout simplement. C'est un film que j'attendais depuis très longtemps. Malheureusement, il y a eu très peu de pubs autour en France, en tout cas. Je ne sais pas comment c'est autre part. Mais je me suis dit, attends, mais en fait, il est déjà sorti. Moi, je pensais qu'il sortait dans quelques semaines. Parce que j'avais vu qu'il y avait eu des avant-premières à Paris, tout ça, machin. Et j'ai fait, c'est dommage de très peu communiquer dessus et tout, parce que ça a l'air intéressant, de fou. Je ne savais pas trop de quoi ça parlait. Tout ce que je savais, c'est le pitch que je vais vous donner. Un homme vit au Japon, un Américain du coup, joué par Brendan Fraser, qu'on adore, hein, La Momie, The Whale, voilà, qui a fait son comeback, on en a déjà parlé. Georges de la Jungle. Georges de la Jungle. Et du coup, ce personnage vit au Japon, il essaie d'être acteur, mais c'est très difficile. Et il y a un peu un choc des cultures aussi, voilà. Et un jour, on va lui proposer un job qui est un peu différent des autres. C'est-à-dire que, par exemple, on va lui dire, sois acteur, mais dans la vraie vie. Tu vas aller, par exemple, à un enterrement et tu vas faire l'un des proches assis là, juste pour être là, juste pour qu'il y ait du monde en plus. Mais il est filmé? Et non, c'est juste, en fait, c'est un vrai truc au Japon. Ok. Il y a des gens, par exemple, qui ont besoin d'un ami, donc ils vont louer un mec pour être leur ami. Ça, je vais C'est un vrai truc. Et c'est un film super touchant. C'est un film très feel good. C'est un film très mignon. Déjà, Brendan Fraser, j'ai vraiment envie de manger des glaces avec lui, tu vois, genre je sais pas moi. L'activité est précise. Hein. Ouais, mais il a l'air tout gentil, tu vois, très pur. J'adore que ce mec ait fait son comeback récemment avec un Oscar, etc. Hein. Et du coup, pour en revenir au film, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Vraiment, ça m'a fait du bien. Il y a des moments où tu te dis pourquoi il fait ça et tout. Et en fait, c'est juste que peut-être que moi, j'ai pas de cœur de base. Donc, je me sentais peut-être moins concerné. Je me disais, fais ce qu'on te dit, fais ton travail et c'est tout, quoi, tu vois. Si toi, t'as pas de cœur, il y a personne qui en a un. C'est beau ce que tu dis. Non, putain, retenez ça. Et non, en fait, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'il y a donc, comme j'ai dit, un choc des cultures. En fait, il parle de la différence entre la culture du Japon et la culture outre-Japon. Il parle également du fait que c'est pas aussi facile que dans certains autres pays, notamment en France, facile, je mets des guillemets bien évidemment, d'avoir une possibilité de parler de santé mentale, d'aller voir un thérapeute, tout ça. Et ils disent, nous, malheureusement, il y a des gens, ils passent par nos services, donc avoir un faux ami, faire un faux mariage, des choses comme ça. Je donne des exemples comme ça. Hein. Et c'est un peu leur thérapie à eux. Ils se sentent exister, ils se sentent mis en valeur. Ça leur permet de s'échapper, tout ça. Donc pour moi, c'est important à voir. Ça ouvre un peu l'esprit, ça permet de mieux comprendre certaines personnes, même hors du Japon, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, il y a des péripéties évidemment. Et voilà, moi je suis pas très, j'ai un peu du mal à m'attacher aux personnages peut-être enfants ou quoi dans les films. Il faut vraiment que ce soit très très bien fait. Et là, il y a une enfant dans le film et qui est particulièrement adorable et touchante. Et j'ai trouvé que son alchimie avec Brendan Fraser, marchait parfaitement. Vraiment, s'il vous plaît, donnez un peu de force au film, allez le voir. Il n'a pas l'air de passer dans des très grandes salles, en tout cas par chez nous, malheureusement. Mais c'est vraiment, donnez-lui sa chance et je pense que vous allez passer un très bon moment. C'est très coloré en plus comme film et tout, on apprend pas mal de choses. C'est important et je crois que Kyodan en avait parlé même, du coup j'avais pas regardé la vidéo qu'il avait fait sur le réseau, mais je vais pouvoir aller regarder parce que lui il en parlait comme je crois un de ses fameux films miracles comme il les a si bien nommés. Voilà, c'est vraiment, tu passes un bon moment. Je dis pas que c'est le film dont tu vas te rappeler toute ta vie forcément parce que ça dépend de comment tu te sens touché ou pas par certains sujets, mais je le redis encore et encore, c'est important et c'est vraiment un moment agréable à passer devant ce film. Ok, donc un film feel good qui fait du bien et qui permet de parler de santé mentale. Exactement. Et de découvrir un peu une autre façon de voir la société, j'imagine. Ouais. Et j'ai découvert des acteurs et actrices que je ne connaissais pas, japonais et japonaises, que j'ai trouvé formidables. Je reviens sur le fait que tu as dit que c'est cool que Brendan Fraser fasse un comeback. Et en fait, j'ai l'impression qu'il non seulement il fait un comeback, il fait un comeback dans des rôles de qualité. Enfin, c'est horrible à dire, mais avec son comeback, il a élevé les rôles dans lesquels il joue maintenant. Il est peut-être mieux considéré aussi, il est exactement. Peut-être plus pris au sérieux qu'à l'époque, malheureusement, ou peut-être il était moins pris au sérieux, et je pense il sait choisir ses rôles, parce que ça voudrait dire qu'il savait pas avant,
mais qui se dit je vais me permettre de faire des plus petits films ou des petits trucs. Il était surtout très mal encadré. Hein. Ouais, mauvais agent, très mauvais producteur. C'est quand même devenu une méga star et tout. Et là, il se dit peut-être je vais faire des petits trucs un petit peu plus indés ou quoi que ce soit. Je vais faire des rôles un peu. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il peut vraiment laisser exprimer son panel émotif. Qu'à l'époque, en fait, c'était juste la belle gueule. Il était exploité comme un produit plus que pour ses réels talents d'acteur, je trouve. Mais voilà, à l'époque, c'était la belle gueule, comme tu dis. Et maintenant, je trouve que on voit vraiment la belle âme derrière la belle gueule. Bien sûr. Oh, c'est beau ce que tu dis. Tu devrais faire plus d'épisodes fatigués. Ah bah tu fais tous les. Attends, j'ai pas fini de parler des films là. J'ai tout donné sur le premier. Mais du coup, voilà, moi je suis allé voir aux arcades pour ceux qui sont dans la région, vers Cannes en tout cas. Et je sais pas combien de temps il va rester. Hein. Il est sorti. Ouais. Nous, quand on enregistre l'épisode, ça fait une semaine qu'il est sorti à peu près. Donc non, tout pile, je crois. Et donc voilà quoi. Ok. Bah écoute, tu le vends très bien. Et moi, c'est justement, moi j'ai vu la vidéo de Kyodan. J'ai pas tout regardé parce que j'ai toujours peur de me faire spoil. Mais comme d'hab, Kyodan en parle tellement bien. Enfin, très belle façon de mettre en avant les films. Donc du coup, ça m'avait donné envie. J'ai juste peur que ce soit un film où je vais chialer. Donc bah il y a moyen. Ouais. Mais c'est vraiment dommage de pas avoir communiqué plus sur ce film parce que je l'attendais depuis super longtemps honnêtement et je me suis senti bête. Je me suis dit punaise, c'est sorti il y a plusieurs jours déjà et je pensais que c'était bien plus tard. Hein. Donc voilà, dommage. Ok. Qu'est-ce que tu es allé voir au cinéma? Attends, fais-moi deviner. Ben moi, on va faire genre je suis pas au courant. Pour te faire deviner, je pourrais dire le film aurait pu s'appeler Les Crevettes. Le Monde de Nemo. Non. Ah putain, les crevettes, je le dis, District 9, voilà. District 9. De toute façon, c'était pas compliqué à deviner vu que ça rejoint un peu mon anecdote d'intro. Mais du coup, comme on a présenté le film, j'ai aussi pu le voir au cinéma et c'était la première fois que je le voyais au cinéma. Sachant que c'est un de mes films de SF préférés, donc j'étais vraiment content de pouvoir le redécouvrir au cinéma, même si c'est un film que j'avais déjà vu 4-5 fois. Mais l'expérience grand écran et VO. Et là, j'insiste. C'est vrai que tu l'avais jamais vu en VO, toi. Je l'avais jamais vu en VO. Et là, j'insiste pour le coup, comme je t'ai dit après le film, là, pour le coup, je suis vraiment de ton côté. Parce que dedans, on a donc l'acteur principal, c'est Sharlto Copley, qui est sud-africain et qui, du coup, parle avec l'accent sud-africain. Et pour ceux qui connaissent pas l'accent sud-africain, il y a un peu de néerlandais dedans parce que c'est une ancienne colonie hollandaise. L'Afrique du Sud, et donc du coup ils parlent, eux là-bas ils appellent leur langage l'Afrikaans, parce que ça veut dire l'africain en néerlandais, et c'est un mélange de néerlandais et d'anglais avec des fois un peu de dialecte africain zoulou dedans. Même si vous parlez très bien anglais, il y a quand même un accent assez prononcé, original on va dire. Exactement, et c'est un accent anglais. Enfin, je trouve le Sudaf, c'est un accent anglais qu'on voit beaucoup moins à l'écran. Et du coup là, ça fonctionne super bien quand tu le mates en VO. Et c'est génial, c'est hyper immersif en fait. Et quel plaisir. Et en fait, pourquoi j'avais envie de le garder quand même pour le podcast, parce que le fait de l'avoir préparé pour la présentation, j'ai encore plus décortiqué un peu les couches de ce film. Okay. Et franchement, je le recommande, mais tellement de fois. Donc pour un synopsis très rapide, on est en 1982, il y a un vaisseau, un énorme vaisseau extraterrestre qui s'arrête au-dessus de la ville de Johannesburg. Et en fait, dans ce vaisseau, il y a 1 million d'extraterrestres, mais qui sont ouvriers et qui sont inoffensifs. Alors qu'ils ont plein d'armes, mais ils ont pas pour ambition d'envahir la planète Terre. Et en fait, ils se sont juste échoués ici pour un problème technique qu'on ne connaîtra jamais. Et ils peuvent pas repartir. Donc, ils sont bloqués sur Terre. Et donc, du coup, ils sont parqués dans un ghetto qui s'appelle le District 9. Voilà. C'est un espèce de camp d'hébergement, un peu comme un camp de migrants, on pourrait le comparer aujourd'hui. Et du coup, tout le problème du film, c'est la partie sociale, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un énorme parallèle. Alors, avec l'apartheid évidemment, mais aussi avec tous les problèmes de migration aujourd'hui, d'immigration plutôt, avec tous les problèmes de migrants qu'on connaît. Ouais, évidemment, ils sont très mal logés, ils sont très mal considérés. Et exactement. Pas ils sont pas considérés du tout, quoi. C'est ça. Et en fait, ce film, alors dit comme ça fait très film politique, vachement engagé et tout. Et en fait, ce que j'adore, c'est que pour parler de tout ça, il enfile le manteau du film d'action et du documentaire, ce que je disais dans la présentation. Donc le documentaire, c'est un faux documentaire. Et le documentaire, je crois que je l'ai dit un peu. Tu peux dire aussi documentaire, du coup. Comment? Mockumentaire aussi, tu peux dire. Ok, mais ça c'est le... Ah oui, moqueur, non, c'est ça? Ouais, ça se moque de... Mockumentaire, documentaire, peu importe. Et le film d'action. Et en fait, j'avais oublié à quel point le montage de ce film, il était essoufflant.
ça ne s'arrête jamais. Ça te tient en haleine, vraiment. Ça te tient en haleine, même les plans qui sont, parce que c'est une fusion, hein, c'est pas que un faux documentaire. Ça allait beaucoup la première partie en tout cas. Exactement, mais pour te rentrer dedans. Mais en fait, ce que j'aime avec ce film, c'est que même les plans qui passent en cinéma traditionnel, c'est des plans en caméra embarquée, caméra au point. Il y a pas de plan fixe, il y a pas de plan trépied, il y a pas de plan qui ne bouge pas. Ce film est en perpétuel mouvement. Ouais. Et en fait, c'est un film qui dure presque 2 heures, 1h48. Et en fait, ça s'arrête jamais. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est une explosion de saveurs, ce film. Et franchement, matez-le. Et je trouve, le film est sorti en 2009. Je trouve qu'il a pas vieilli. Et comme j'ai dit dans ma présentation, c'est vrai qu'en ce moment, on vit une époque très, très spéciale. Comme je disais, il y a l'Ukraine, la Palestine, l'Iran, le Minnesota, tout ça. C'est très délicat ce qui se passe en ce moment d'un point de vue géopolitique. Et je trouve que le film résonne encore plus en 2026. Donc, matez ce film. C'est un putain de film SF. Et quand tu grattes la couche de la SF, c'est un putain de film social. Et ça marche trop, trop bien. C'est trop, trop fort. J'ai presque envie de dire, et du coup, je vais le dire, c'est un ovni SF. En vrai, oui. C'est T'es trop fort, mec, parce que c'est clairement, non, mais c'est pas un film SF. Oui, non, mais vraiment... on n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de film dans la science-fiction. Exactement. Puis c'est notre façon. Alors, j'allais dire, c'est notre façon d'aborder l'espèce extraterrestre, mais c'est une façon détournée parce qu'on se sert des extraterrestres pour parler de l'humanité en vrai. Et je trouve aussi qu'il y a un aspect comédie dedans. Oui. En fine touche, mais c'est pas too much. C'est pas comme par exemple les derniers Marvel, tu vois. C'est ça. C'est vraiment bien dosé. C'est ce que je disais dans la présentation. Il y a une espèce de comédie noire qui accompagne le film, un humour très noir, très acerbe, et qui participe à une forme de malaise. Il y a un décalage parce que c'est un film qui est violent, c'est un film d'action, c'est un film qui est intransigeant avec. C'est un film qui est profondément xénophobe. Et pourtant. Il y a quand même ils ont osé balancer des touches d'humour, mais qui sont, des fois tu vas te prendre une vanne en pleine gueule à un moment où il n'est pas censé y avoir une vanne, et du coup ça participe au malaise et au côté très, comme tu dis, ovni pour un film de SF, quoi. Et quand Rémi, tu me dis si je me trompe, mais quand Rémi dit c'est un film xénophobe, il veut dire par là que c'est un film qui dénonce ça justement. Tout parce à fait. Que les personnages ont une certaine naïveté, un certain racisme, malheureusement. N'empêche que il y a une évolution super intéressante du personnage principal, j'en dis pas plus, mais très intéressante à étudier, à regarder. Et je finirai sur ces mots, je l'ai dit à la présentation également, Sharlto Copley, sous-coté. Ouais, de fou. On le voit pas assez. J'aimerais tellement voir plus. C'est une bête d'acteur, on le voit pas assez. Mais bon, après en préparant la présentation, j'ai découvert qu'en fait, il était beaucoup plus scénariste que... Ok. Et il adorait plus participer à l'écriture de projets. Quel bon acteur. Et ben voilà. Et après, je comprends, hein, tu vois. Mais donc voilà pour mon dernier film que j'ai vu au cinéma. C'était un réel plaisir de le redécouvrir au cinéma. Et c'est un film que je recommande fortement aujourd'hui. Très bien. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme de streaming ? J'ai vu sur la plateforme Paramount+, un film avec un personnage qui n'arrive pas à tourner à gauche. Nemo. Il a une nageoire atrophiée du coup. Tu te moques des handicaps. Non, des gens. Ça va, c'est un poisson. Qui n'arrive pas à tourner à gauche. Il y a certainement un jeu de mots que j'ai pas, vu que je suis très fatigué là. Non, pas du tout. Littéralement, il est incapable de tourner sur sa gauche. C'est une voiture. C'est quoi ? Physiquement ? Ouais. Ah, du coup, je pense que tu n'as jamais vu le film. Est-ce que je te donne un petit indice de plus ? Ah, ça me dit rien. Vas-y. L'acteur principal est très connu pour avoir joué, par exemple, dans Marie à tout prix. Ben Stiller. Ouais. Et il peut pas tourner à gauche. Ouais. Et il a des cheveux ébouriffés dans le film. Putain, et pourtant j'en ai vu avec Ben Stiller, mon gars. Il joue un mannequin. Ah putain, vas-y. Je suis sûr que les gens ils l'ont. Zoolander, je l'ai jamais vu. Ok, j'ai jamais vu plusieurs fois. J'ai Zoolander. très très peur que ce soit un niveau nanardesque qui me dépasse et du coup j'y vais jamais. Alors, on va en venir à ça. J'irai pas dans le nanar, bien évidemment que non, mais du coup c'est coécrit par Ben Stiller, c'est réalisé par Ben Stiller, le rôle principal c'est Ben Stiller. Il y a également Owen Wilson dedans. Étonnant. Ouais, j'adore Owen Wilson. Les deux potes réunis. Et le film est sorti en 2001 du coup. Alors je vous fais un pitch avant, bien sûr. C'est un mannequin qui est un peu sur la descente au niveau de sa carrière, et il y a un jeune mannequin joué par du coup Owen Wilson qui prend un peu sa place. Donc évidemment il y a une jalousie qui se crée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mannequins dans ce film sont représentés comme des personnes sans cerveau. Donc il y a un méchant. C'est notre époque. Hein.
Alors, c'est une autre époque, je vais en venir à ça également. Il y a un méchant dedans qui est un styliste, qui est joué par Will Ferrell, du coup, et qui s'appelle Mogatu. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Mais et en fait, ce méchant, il veut se servir du personnage donc de Zoolander joué par Ben Stiller pour tuer, je crois, l'un des dirigeants ou des représentants de la Malaisie. Je ne me trompe pas, désolé si je me trompe, parce que ils vont arrêter de laisser travailler les enfants, donc pour par exemple faire des vêtements, des choses comme ça. Donc ça ne l'arrange pas évidemment. Donc il va se dire, hey, il me faut quelqu'un qui est assez stupide pour que je puisse le manipuler pour tuer justement cette autre personne. Ça, c'est le pitch. En gros du gros, vous avez compris, c'est improvisé mon pitch. Dans le film, on pourrait pas faire certaines blagues aujourd'hui, c'est sûr. Il y a des trucs très limites, évidemment, voilà. Et malheureusement, il faut recontextualiser, on peut pas les effacer. Hein, c'est des blagues qui ont été faites, c'est des choses comme ça, voilà. Ce qu'il faut savoir après, c'est que les personnages sont censés très stupides, donc évidemment, ces blagues ont pu être faites en 2001 en tout cas. Cela dit, c'est un film très débile, mais assumé. C'est-à-dire que c'est voulu comme étant débile, mais dans sa débilité, il y a des blagues très intelligentes. Il y a un très bon rythme, il y a un casting assez fou, hein, comme j'ai dit, et des caméos de malades. Il y a par exemple Fred Durst, donc Limp Bizkit, pour ceux qui ne savent pas. C'est l'équivalent de je sais pas quoi aujourd'hui, mais c'était un groupe très cool à notre époque. Tu peux juste dire, franchement, j'espère que les gens je pense pas que les jeunes connaissent Limp Bizkit. Hein. Mais est-ce qu'on est vraiment écouté par des jeunes? Je ne pense pas non plus. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Le film, pour moi, ce qu'il a de super intéressant, c'est que il y a une blague par seconde. Et ça, c'est quand même un truc qui est très difficile à faire. C'est très fort. Et il y a quand même, je trouve, il y a un truc qui en avance sur son temps. C'est le mec cool, donc joué par Owen Wilson. Il est cool notamment parce qu'il a une trottinette. Et ça, c'est en 2001. C'est ce que j'allais dire. C'est pas une trottinette électrique, mais tu vois, il a des petites flammes sur sa trottinette et tout. Et il y a des trucs de fou. Par exemple, si vous ne voulez pas connaître les caméos, n'écoutez pas la prochaine phrase. Il y a un caméo de David Bowie dans Zoolander. Ok. Donc, c'est quand même assez dingue. C'est quelqu'un. J'ai vu un message, une critique sur Letterboxd qui disait comment ont-ils pitché ça à David Bowie? C'est peut-être un mec qui avait plus d'humour qu'on le croit. Hein, mais c'est sûr. Non, mais moi, je n'en doute pas une seconde. Surtout qu'il est british, donc of course. Of course. Mais non, on va arrêter avec ça. Moi, c'est un film que j'affectionne tout particulièrement malgré ses défauts aujourd'hui. Hein. Et après, voilà, on peut pas renier le film non plus. Il est ce qu'il est. Ils assument les blagues qui ne passent plus aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça. Il y a eu un 2, pour moi, il n'était pas réussi parce que ça correspond à une certaine époque, comme beaucoup de films comme Scary Movie, tout ça, machin, qu'on ne peut également plus faire aujourd'hui. Mais je trouve que c'est un film qui me détend, qui me fait beaucoup rire malgré tout. Il y a des gens, tu oublies qu'ils sont dedans à chaque fois. Il y a une jeune Winona Ryder qui est là littéralement 5 secondes. Il y a un rythme assez énergique, j'ai envie de dire. Pour moi, tout marche. À part, avec le recul, en 2026, certaines blagues. Cela dit, je tiens à rappeler aux gens qu'une comédie, surtout la Zoolander, parce que les sous-titres sont horribles en français. J'ai regardé les sous-titres français parce qu'il n'y avait pas les sous-titres en anglais. Voilà. Ça se mate en VO parce qu'il y a évidemment une tonne de blagues qui ne marchent pas en français. Mais vous voulez passer un bon moment, vous voulez pas vous prendre la tête. Zoolander, c'est fait pour vous, vous allez vous marrer. Il y a plein de mèmes qui sortent de ce film et vous ne le savez sûrement pas d'ailleurs. Ça, c'est vrai, c'est totalement vrai. D'ailleurs, c'est une bonne porte d'entrée, si jamais il y a 3 jeunes qui nous écoutent, vous allez sûrement découvrir une partie de la culture internet via bien sûr. Zoolander. Enfin, reconnaître les références via Zoolander. Oui, après vous aurez peut-être pas tous les caméos puisque c'est très culture américaine. Ouais, tu vois, moi Zoolander, pourquoi j'y suis jamais allé, et pourtant c'est totalement de ma génération, mais en fait je crois qu'il y a, tu vois, il y a le triangle très humoriste américain, Adam Sandler, Will Ferrell, Ben Stiller, ok. Et j'ai l'impression que de mon côté, j'accroche beaucoup avec Adam Sandler. Ok. J'accroche beaucoup avec Ben Stiller quand il est seul. Mais pas Will Ferrell. Et Will Ferrell. Est-ce que c'est parce qu'il crie beaucoup? Il bascule. Ouais. Et tu vois, alors que, je veux dire, Adam Sandler fait des trucs nanardex. Et moi, un de mes films préférés de Adam Sandler, c'est Rien que pour vos cheveux. Et je l'ai vu 10 fois, je pleure de rire 10 fois. Et c'est
débile as fuck. Ah ouais, complètement. Il se bat avec un sèche-cheveux. Ben Stiller, un de mes films d'humour préférés, c'est Tropic Thunder. Ah, génial. Tonnerre sous les tropiques, excusez-moi. Qui est coécrit par Justin Theroux, qui joue le DJ dans Zoolander. Ok, je ne savais pas. Ouais. Mais dès qu'il y a Will Ferrell qui pop, j'ai l'impression que ça y est, on bascule dans l'Eurovision, on bascule dans... Parce qu'il a fait un film Eurovision. Mais c'est ce que je dis. Ah, vraiment, c'est la ref. Non, c'est la ref au film Eurovision directement. Alors. Et j'ai l'impression que Will Ferrell, c'est la frontière et j'arrive plus à suivre. Ce qui est intéressant avec Will Ferrell, et je pense que ça peut t'aider, après je vais pas te forcer à aimer Will Ferrell, mais je comprends que ce soit difficile. Surtout que ce style de comédie, c'est pas notre culture. Donc je sais qu'il y a aussi... Moi j'ai grandi, on me disait beaucoup des comédies américaines, c'est nul, c'est pas drôle, c'est des nanars, c'est de l'absurde. Donc j'ai appris à les aimer, à les étudier, à tout ça, quoi. Et c'est pour ça qu'après j'ai eu une obsession pour la comédie US. Mais Will Ferrell, pour en revenir à lui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il vient du Saturday Night Live. Saturday Night Live, c'est un truc très dans la culture américaine. C'est une émission tous les samedis soirs, en gros, où il y a comme une mini troupe de théâtre qui change tous les ans, voire tous les 2 ans, et qui fait des sketchs de comédie. Voilà, vous pouvez connaître notamment Lonely Island pour les plus jeunes, qui vient de là, donc My Dick in a Box, toutes ces chansons-là avec Justin Timberlake par exemple. Ou à l'époque, Bill Murray, Eddie Murphy, vous adorez, je sais pas pourquoi je te vois, Rémi, vous adorez. Oui, bien sûr. Écoutez, vous adorez Andy Samberg qui joue dans Brooklyn Nine-Nine. Bien sûr. C'est lui qui faisait Dick in a Box, par exemple. Pareil, dans le genre d'humoriste américain qui fait des films, Andy Samberg, je suis fan. Oui, mais justement. Mais il tombe pas. Il faut peut-être pour aimer Will Ferrell. Mettez-vous un peu dans le truc du Saturday Night Live, regardez des best-of de Will Ferrell, parce que c'est un mec, il est arrivé, il faisait ce que personne ne faisait. Et en ça, c'est super intéressant. Et du coup, Will Ferrell a créé le style Will Ferrell. Mais c'est peut-être ça. Mais après, il est seul à faire. Oui, voilà. Je rigole. Non, il est seul à faire ce qu'il fait, ça c'est sûr. Mais regardez par exemple Anchorman, regardez tout ce que Will Ferrell il fait. Même regardez si ça peut vous aider des films sérieux avec Will Ferrell, parce que oui, il y en a. Et vous apprendrez à aimer Will Ferrell parce qu'il fait ce que personne ne fait. Il a inventé son style, et c'est peut-être ça qui fait que vous avez un peu du mal avec lui. C'est parce que vous n'êtes pas habitué à ce genre de style et vous vous dites il crie peut-être juste pour crier. Non, pas du tout. Et pourtant, je sais que c'est un acteur formidable parce que moi, je l'ai déjà vu dans des rôles plus sérieux. Ouais. Et c'est un putain d'acteur. C'est juste que quand il part dans l'humour, la patte Will Ferrell, encore une fois, c'est la frontière pour moi. Il y a une limite. Ouais. Et pourtant, j'adore les comédies profondément débiles. Je suis fan de Seth Rogen et James Franco. James Franco, je sais que c'est un sujet un peu tabou. Mais là, on parle du travail en tant qu'acteur. En produit, dans ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont réalisé. Tu vois, mais pareil, Seth Rogen, j'ai l'impression que c'est plus écrit, plus réfléchi et moins. Pourtant, tu prends un film comme The Interview, ça part dans tous les sens. Mais Will Ferrell, comme tu dis, il y a un personnage. Voilà, Will Ferrell, c'est un performeur, c'est un mec qui improvise. Il est exubérant. Un mec qui impose son style. Ouais. Exactement. Et non, c'est super intéressant. Moi, si tu veux, après, c'est des DVD région US, donc je regardais sur un truc spécifique. Ouais. Mais j'ai des DVD best-of, donc de plusieurs personnes du Saturday Night Live. Je crois qu'on peut les trouver. Et j'ai Will Ferrell dedans. On peut les trouver facilement sur YouTube, je crois. J'ai Adam Sandler aussi, si ça t'intéresse. Mais je crois que le SNL, ils ont fait une chaîne YouTube avec toutes leurs archives. Donc, mais du coup, oui, tu parlais aussi de Adam Sandler. Il vient aussi du Saturday Night Live, voilà quoi. Enfin voilà, c'est ma parenthèse. Ok, donc Zoolander, tu recommandes, même s'il y a peut-être 3 vannes qui ont mal vieilli. Bien sûr, mais si vous acceptez le fait que c'est pas ok maintenant, mais qu'à l'époque, même c'était malheureusement ok, et c'est comme ça malheureusement. On accepte. Après, ça permet de comprendre une génération aussi. Oui, on peut accepter que c'était comme ça avant, mais ne pas cautionner. Tout à fait. C'est ok, bien sûr. Ouais, tout à fait. Et, on fait comme on peut. Il y a une trilogie qui est un peu comme ça pour moi. Et c'est une trilogie que je tiens fort dans mon cœur. Mais American Pie ? Non. Mais non, c'est... Bah ça a l'air bien. Non, mais putain, Alors dis-moi, vas-y, fais-moi deviner. Tout à l'heure, je le pense. Non, il y a quoi ? Il y a qui ? Comment ça se passe ? Mon mojo. Austin Power. Austin Power. Austin Power. Et ben pareil, tu vois, Austin Power. Yeah, baby. c'est une trilogie qui pourrait plus du tout fonctionner aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et qui appartient avec un humour qui est profondément ancré dans ce early 2000. Mais je l'ai Zoolander, c'est pareil, il y a des mecs qui frappent les culs des meufs et tout en mode mais malheureusement,
c'est le personnage qui est comme ça, et c'est pas excusé dans le film. C'est censé être un mec, comme tu dis, qui méprise les femmes. C'est le alpha toxique, rabaisse, voilà, qui est macho, tout ce que tu veux de mauvais, quoi. Donc voilà. Après, ça n'excuse pas toutes les blagues du film. Non, et mais ça n'excuse rien du tout. Mais faut juste contextualiser le film, c'est tout. Voilà, malheureusement. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu peux me faire deviner? Un dernier film de Ben Stiller qui me fait pleurer de rire, alors que c'est profondément débile. Dodgeball, oui, voilà. Avec Justin Long aussi. Dedans. Exactement. Il y a Vince Vaughn, je crois. Oui, que j'adore aussi. Sous-côté aussi. Ah oui, de fou. Et aussi dans Anchorman et qui apparaît dans Zoolander. De fou. Alors, pour ma part, j'ai vu le film sur Netflix et alors, c'est pas un indice, mais je te donne quand même cette note, on va dire. Ouais. C'est probablement le film dont j'ai le plus envie de parler ce soir. Voilà. En quoi ça m'aide? Je t'ai dit, c'est pas un indice. Maintenant, je veux que tu l'indice, c'est aide-moi. 4 copains partent en camping pour voir quelque chose de profondément dérangeant. 4 copains partent Blair Witch? Non. Ils sont peut-être pas 4. Après, c'est dérangeant ce qu'ils trouvent. Hein. Oui, mais c'est... c'est de la science de fiction? Non, pas du tout. Ouais. Allez, si ça peut t'aider, le titre du film, c'est le titre également d'une chanson qui est absolument cultissime. Ça ne m'aide pas du tout. Mais en quoi ça m'aide, ce genre de choses? Alors, ils font un bivouac, donc ça, je sais que t'aimes bien les bivouacs. C'est pas vraiment un bivouac. Et c'est pas... En vrai, le propos, c'est pas le bivouac. C'est qu'en fait... C'est une comédie? Non, pas trop. En fait, ils veulent aller voir quelque chose et pour aller voir quelque chose, ils sont obligés de partir un petit peu en expédition et dans cette expédition, ils vont se retrouver à faire du camping sauvage. C'est un peu le Seigneur des Anneaux. C'est un peu ça. Allez, un dernier indice et après on avance. Ouais. Tu te souviens quand nous avons reçu Romain Jiménez? Oui. Nous avons parlé, Romain a présenté le film d'un réalisateur que nous avons malheureusement perdu en fin d'année. Ah oui, Lynch. Non, Lynch on l'a perdu en début d'année. Là, en fin d'année, on a perdu un réalisateur beaucoup moins connu que Lynch, mais un réalisateur assez inconnu. Honte à moi. Qui s'est fait probablement tuer par son fils. Oui. Merde, oui, excuse-moi, j'ai plus le nom en tête. Rob Reiner. Et oui, qui a Spinal Tap, tout ça. Ok. Donc, ouais. Et non. Et donc, du coup, j'ai vu un film de Rob Reiner. Vas-y, dis-moi, parce que ça va m'énerver. J'ai vu Stand By Me. Ah, mais je l'ai vu en plus, je crois que je l'ai vu pour la première fois, genre l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être. Mais putain. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce film? J'avoue que ok, on n'a pas la même notion de camping ou je sais pas quoi. C'est pour ça que je te dis, c'est parce que je t'ai dit, c'est pas vraiment le camping. En fait, c'est plus, ils veulent aller voir quelque chose et ils sont obligés. Voilà. Oui, c'est plus drame, ouais, d'accord. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai un énorme crush sur ce film. C'est ça que tu m'as teasé toute la journée, du coup. Ouais. Ok, d'accord. C'est exactement ça que je t'ai teasé toute la journée. Hier, j'ai fini le film, j'ai failli t'envoyer un message pour te dire, mec, je viens de voir un putain de chef-d'œuvre. Et je le catégorise direct comme un putain de chef-d'œuvre. Alors, soit je suis un immonde débile qui est enfermé dans sa grotte depuis 34 ans et je suis complètement passé à côté de la notoriété de ce film. Ah non, c'est un truc culte. Hein. Soit il s'est un peu passé aux oubliettes et on n'en parle plus trop. Mais c'est simple, pour moi, j'ai vécu avec ce film les mêmes émotions que j'ai vécues avec Le Cercle des Poètes Disparus. Ah ouais, aussi puissant. Ouais, vraiment. Okay, alors, je vais développer pourquoi, parce que je pense aussi que j'ai un profil de ma propre vie qui s'adapte parfaitement au film. Pour vous pitcher le film, tout simplement, le film nous parle de 4 copains qui ont 13 ans dans les années 50, milieu des années 50 à peu près. Ils vivent dans un petit village paumé en plein milieu des États-Unis, un village de 1200 habitants, donc vraiment c'est la petite ville, quoi. Et en fait, ils apprennent qu'il y a un des habitants du village qui a disparu. Et personne arrive à mettre la main dessus. Et le grand frère d'un de ces jeunes, de ces ados, dit qu'il sait où est le cadavre de ce mec. Et donc, du coup, s'ils vont le chercher, ils passent pour des héros parce que, en gros, ils ont retrouvé la personne disparue. Et les enfants, quand ils entendent ça, ils disent, on va devancer les grands et on va trouver nous. Et en fait, comme c'est un peu 4 losers, ils se disent, si on retrouve quelqu'un et qu'on devient un peu des héros, les gens arrêteront de nous voir comme des losers. Qu'est-ce que j'ai aimé ce film. Alors, en vrai, c'est un voyage initiatique. Tout simplement, le film, c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte pour 4 jeunes hommes qui sont un peu perdus. Et en fait, ce que j'ai adoré avec ce film, c'est que déjà, il aborde, pourtant c'est un film donc de 1986, et je trouve, alors peut-être que dans sa forme,
ça correspond pas à la jeunesse d'aujourd'hui, mais dans le fond, c'est un film qui vieillit pas parce qu'il parle vraiment de plein d'étapes que je pense que tous les adolescents passent par là. Et c'est ces étapes où ces gosses, tu les vois toujours entre l'innocence et j'ai envie d'être un homme. Mais je reste un petit garçon quand même, tu vois. Et en fait, il y a tout ce truc, toute cette, cette délicatesse de savoir parler de sujets aussi bien adolescents que de sujets aussi bien adultes. Et du coup, pourquoi je disais que moi, je pense que j'ai un profil qui va bien avec ce film, c'est tout simplement parce que les jeunes, donc, ils ont 13 ans. On est dans les années 50, donc vraiment, on est en plein dans la société patriarcale. Donc le daron, c'est le chef de la famille. La femme, elle n'a pas le droit d'ouvrir la bouche à table. Et il y a tout ce truc où il y a quand même, parmi les 4, un héros principal. Et lui, c'est le petit frère d'un joueur de foot qui est décédé dans un accident de voiture, qui est joué par John Cusack, d'ailleurs, qui est très jeune. Et t'as le complexe du père qui a perdu le fils footballeur. Et le petit, lui, veut devenir écrivain. Et t'as tout ce truc du l'enfant artiste qui est pas reconnu par son daron. Et en fait, moi, ça m'a énormément parlé parce que, sans faire trop de psychanalyse, mon papa et moi, on s'est pas très bien compris quand j'étais plus jeune. Et je pense que lui, il aurait aimé que je sois à fond dans le rugby, machin et tout. Et moi, en fait, je voulais juste faire de la musique, écrire des films, et, tu vois. Et je pense qu'il y a une dissonance comme ça qui m'a énormément parlé avec les 4 jeunes de Stand By Me. Et voilà, je ne connaissais rien de ce film. Je suis vraiment passé complètement à côté de ce film et donc du coup là hier soir je me le suis pris mais alors en pleine gueule et je comprends que ce soit un film culte pour toute une génération et j'insiste, si vraiment il n'est pas resté culte pour certaines personnes, rematez-le. Voilà, c'est une dinguerie ce film. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la personnalité des enfants par rapport aux parents, l'impact que ça peut avoir et comment eux, chacun, ils vont se céder, ils vont se compléter, ils vont être là ou pas les uns pour les autres, c'est super intéressant. Exactement, et surtout j'ai beaucoup aimé toute cette variation qu'il peut y avoir dans un adolescent, le fait que tu vois, quand il fait jour, que c'est la journée, ils essaient d'être des petits mecs, mais quand la nuit tombée, ils sont seuls avec la nuit noire, ils se confient les uns aux autres, et il y a toujours des séquences où y en a un qui va se confier sur son rapport avec son père. Alors, si je peux faire une remarque du film, c'est vraiment un film pour les petits mecs. Parce que c'est qu'une histoire, il n'y a que des mecs à l'écran. Oui. Tu vois, il n'y a que des garçons. Et je pense que c'est vraiment un film qui va parler aux petits mecs. Ouais, y a que des... Et surtout aux petits mecs qui ont du mal à communiquer avec leur papa, je pense. Mais en tout cas, c'est très beau, c'est très bien mis en scène. C'est d'une simplicité, mais efficace. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est 4 garçons qui marchent dans la forêt, tu vois. Donc le film ne s'encombre pas de superflu. Il est vraiment d'une simplicité. C'est les 4 gamins qui font tout le film. C'est beau. Vraiment génial. Vraiment, j'espère que je vous transmets de l'enthousiasme et allez voir ce film. Il est sur Netflix. Je pense quand même. De base, de toute façon, sachez que voilà, comme on l'a dit, c'est un truc qui est culte. Peut-être ouais, il est oublié avec le temps, je sais pas, mais je sais que moi je me disais il faut que je le voie parce qu'il est culte et je voulais rattraper certains retards sur certains films. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est sur Netflix qu'on peut retrouver. En ce moment, il est sur Netflix. Parce que moi, je l'avais vu sur Netflix aussi, déjà l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Mais c'est vrai que Stand By Me, intéressant à voir. Ouais, franchement, tu vois, ça, c'est un film, j'ai envie de l'acheter en DVD, de le garder de mon DVD Tech, 100%. Comme Le Cercle des Poètes Disparus. C'est un film que je veux garder, c'est un film que je veux revoir, tous les 2 ans. Enfin, vraiment, je le mets allègrement, je pense, dans les films qui m'ont fait ressentir le plus d'émotions ces dernières années, quoi. Donc bravo, et j'avais pas cette image, cette qualité de réalisation de Rob Reiner, tu vois. Ouais. Je sais que c'est un bon réal. Je comprends. Il a fait des films qui notamment la dernière fois on parlait de Misery avec Romain. Mais pour moi, c'est pas un Coppola, c'est pas un Scorsese, c'est pas. Ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire. Et pourtant, là, pour moi, il m'a sorti un film où peut-être un réal sous-coté au niveau du grand public. Peut-être. Parce que moi, je me suis rendu compte très tard que c'était lui en fait qui avait fait plein de trucs que j'aimais bien. Ouais. Et j'étais mais je suis bête de pas avoir capté plus tôt. Peut-être, mais peut-être que je suis bête. Non, peut-être. C'est sûr que je suis bête. C'est prouvé, ça. Enfin voilà, Stand By Me, exceptionnel, sublime. J'ai adoré. Foncez, c'est sublime. Mon cher Pierrick. Oui. Quel est le dernier film que tu as vu en DVD ou en 4K Blu-ray Maxi IMAX? J'ai vu en 4K Ultra HD un film tout rose. Un film tout rose.
La Panthère Rose. Non. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est toi, ça. Ton putain de téléphone, Je frère. voulais chercher la date du film, j'arrête. Tant pis, vous aurez pas la date. Un film tout rose. Barbie? Oui. Sérieux? Oui. Et on n'avait pas parlé ici de Barbie? Je crois pas, hein. Pendant le Barbieheimer, on avait le podcast au Barbieheimer? Je sais même plus. Le fameux Barbieheimer où au final j'ai été déçu par Barbie et par Oppenheimer. Voilà, et je ne suis pas d'accord avec les gens qui ont de la haine contre le film Barbie. Je trouve ça très bien foutu. Après, attention, je pitch quand même vite fait le truc. C'est Barbie qui se rend compte qu'elle devient un peu humaine, donc elle va aller dans le monde des humains pour essayer de retrouver sa forme de Barbie initiale. En gros, du gros, c'est très mal pitché. Voilà. Je sais pas ce que les gens attendaient du film. C'est un film Barbie, je trouve que la mise en scène est très originale, très intéressante, très jolie. Je trouve que les thèmes abordés sont également intéressants. Comment la femme est mal considérée par rapport à l'homme. Je trouve ça très bien écrit. La musique est super, les caméos sont drôles. Enfin, je vois pas comment tu peux ne pas avoir passé un bon moment devant le film. Moi, je peux t'expliquer. Mais vas-y, explique-moi. Non, mais vas-y, finis. Non, mais je suis vraiment, vas-y, je t'en prie. Ok, très honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était un film qui se prenait une marche complète et qui passait complètement à côté de son sujet. Ah ouais. Parce que je trouve que finalement, ce qu'ils disent avec Margot Robbie, c'est très bas du front. C'est très le niveau zéro de ce qu'on attendait de... C'est quoi déjà la marque de Mattel. C'est très... Ils se sont contentés de faire le minimum de ce qu'on attendait de transposer Barbie dans le monde réel. Okay. Ils ont pris aucun risque avec le personnage de Barbie. Et par contre, je trouve que le personnage le mieux développé du film et où ils ont pris tous les risques, c'est Ken. Et je trouve que c'est le personnage qui se remet le plus en question sur ce qu'il est réellement, qui se remet le plus en question sur sa nature de mascu. J'ai une question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est pas le cas parce que tu es un homme et tu te vois plus peut-être dans ce personnage? Pour moi, c'est ça le truc, tu vois. Peut-être, non mais c'est très juste ce que tu dis, mais... Parce que quand il réfléchit vraiment au fond, c'est la deuxième fois que je vois le film, le personnage de Barbie est super intéressant sur comment il se développe. Moi, j'ai eu un écho global. Après, attention, c'est un panel très réduit, hein, c'est que les femmes qui nous entourent, des femmes assez proches, donc c'est pas du tout représentatif de la gente féminine. Mais il y avait quand même un truc de « ouais, c'est tout ». Okay. Tu vois, et c'est un peu ce qu'on attend depuis 30 ans de Mattel. Et ouais, c'est ce qu'on attend depuis 30 ans. Franchement, c'est pas The Tree of Life. Hein. Oui, c'est sûr. Le film, il s'appelle Barbie, les gars. C'est sûr. Faut redescendre. Non, mais il y a un message qui est intéressant, qui est beau et tout, mais c'est pas le prix Nobel de la paix non plus. Ouais, mais je pense que... T'es le premier à me dire... Avatar, il faut pas le voir pour le scénario. Hein. Mais Barbie, t'attends un message qui unifie les hommes et les femmes à vie. Parce que je pense que vraiment... Pourquoi je prends pour un cœur. Comment elle s'appelle, la réelle? Greta Gerwig. Et je pense que toute la com était un peu basée sur on a fait une dinguerie avec Barbie, et je pense que Mattel a vachement communiqué sur le fait on va mettre un gros pansement sur la mauvaise image qu'on a transmise des femmes avec Barbie. Et je trouve qu'ils ont fait le minimum. Mais c'est que mon point de vue. Hein. Et je sais que la fin, j'étais en mode, vraiment les gars, c'est tout ce que vous avez trouvé pour finir Barbie. Ok, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Mais je pense que tu vas chercher un peu trop loin, quoi. Peut-être que j'attendais. Mais c'est juste que simplement, de mon point de vue, et encore une fois, certainement parce que je suis un homme, et dans ce cas-là, j'en fais mes excuses. Mais de mon point de vue, je trouve que le personnage le plus intéressant et celui qui se remet le plus en question, c'est Ken. Alors que le film s'appelle Barbie. Et c'est aussi, attention, hein, c'est assumé, c'est aussi le personnage le plus bête. Hein. Oui, mais justement, c'est ça qui est... Pour moi, c'est là où ils ont été plus forts. Mais ça parle du problème du patriarcat, ça parle je sais pas s'ils ont été plus forts avec Ken. Franchement, je pense que c'est un point de vue masculin qu'on peut avoir, et je te fais pas un reproche. Non, mais de toute façon, forcément que j'ai vu le film à travers mon prisme d'homme. Oui, forcément, bien sûr, et moi aussi, voilà. Mais je sais pas, je pense que peut-être le développement de Barbie est plus subtil, et vu que Ken est bien plus bête, il fallait un peu un développement en mode m'as-tu vu, tu vois. Il faut le... Et dans ce cas-là, pour moi, ça reste un problème, parce que du coup, je trouve que dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ont bourriné avec le personnage de Ken, subtilisé avec le personnage de Barbie, et du coup, je trouve que Ken, finalement, prend peut-être trop de place.
il vole un peu la vedette à Barbie. C'est un peu Encore le une comic fois- relief. Encore une fois, ça n'est que mon point de du vue. film, mais je pense que c'est juste Ken est bête. On est un peu teuteux des hommes en général, c'est bien connu. Donc le développement, évidemment, il va être bien moins subtil que celui de Barbie, le personnage féminin, qui est plus dans la douceur, dans la subtilité, dans la finesse, je trouve, et moins tape à l'œil, évidemment. Mais il est là quand même. Et c'est certainement très juste ce que tu dis. Et Mais, il y a des reproches qui sont faits à ce qu'ils ont pu faire avant aussi, hein, vraiment. En vrai, il y a que des hommes. En vrai, il faudrait que je le revoie parce que moi, je l'ai vraiment vu en plein Barbenheimer et je pense qu'il y avait beaucoup de bruit. Il faudrait que je le remate. Mais pareil, tu vois, tu comme vois. je disais là, parce que tu m'as coupé. Non, je rigole. Voilà, t'arrives dans un bureau au Mattel, il gère tout ce qui est Barbie, machin, tout ça. Il y a que des hommes, tu vois. C'est quand même assez fou. Et c'est un peu Mattel qui se fout de sa propre gueule, tu Mais vois. ça encore, j'ai trouvé ça génial. Mais du coup, je trouve que ils font plus le travail sur la remise en question des hommes que le travail de la remise en question de la poupée en elle-même ou de la remise en question de la femme en elle-même. Bah, je suis pas d'accord parce que après on va s'arrêter là-dessus parce qu'on est presque à 1 heure déjà. Normalement on fait ça avec les invités. Mais tu vois, elle se remet en question. Pourquoi je me sens comme ça? Quel est mon but dans la vie? Pourquoi votre monde est régné par les hommes? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il n'y a pas comment dire ah putain, je trouve pas le mot. Une parité? Une parité, voilà, merci. Tu sais mieux parler que moi. Je suis érudit. Pourquoi il n'y a pas une parité? Pourquoi il n'y a pas une égalité entre les hommes et les femmes? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et comment moi je me définis, comment moi je me retrouve là-dedans. Et pour moi, ça reste très, très intéressant. En fait, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Et ça arrondit ma réflexion, mais j'ai l'impression que du coup, en fait, ce qui m'a dérangé, peut-être parce que je suis un homme encore une fois, et dans ce cas-là, je m'excuse, mais ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont essayé de corriger le prisme de Barbie qu'à travers le problème masculiniste et pas à travers la mauvaise image que Mattel a transmis des femmes pendant 40 ans. Bah, une fois de plus, je suis pas d'accord. Tant mieux. C'est très intéressant en vrai. Ouais, c'est vrai. Deux hommes qui parlent de la condition féminine, c'est waouh, c'est vachement de place. Non, je parle je rigole. de Mattel qui a abusé avec sa poupée. Évidemment. Bref. Ok. Bah écoute, non, mais c'est super d'avoir ton retour. Et oui, je le rematerai à tête reposée, je pense. Parce que vraiment, je l'ai vu dans toute cette folie de Barbenheimer et c'était un peu... Il y avait Nolan en face, machin et tout. Donc je pense que j'attendais plus du film et que en fait, peut-être que j'aurais pas dû en attendre autant. Je rajoute juste que le steelbook est très joli. Sûrement. Par contre, d'un point de vue réel, incroyable. Greta Gerwig, qui était très gentille quand je travaillais au Festival de Cannes, qui disait toujours bonjour, donc très très forte. Et désolé d'écorcher son nom, j'ai toujours eu du mal à le prononcer. Mais tu écorches tout, donc on a l'habitude. C'est vrai. M. Night Shyamalan. Qu'as-tu vu toi? Bah écoute, moi j'ai en ce moment, que tu as pu le savoir, j'ai appris une assez mauvaise nouvelle sur le chantier que je vais devoir retarder. J'avais besoin de réconfort. J'ai eu un coup dur la semaine dernière. Du coup, j'avais besoin de réconfort et en fait, je me suis tourné vers un film. Vers le crack. Oui. Réchauffé. Darren Aronofsky, Requiem for a Dream, un film réconfort. Non, je me suis tourné vers un film qui m'a beaucoup réconforté toute ma vie, depuis qu'il est sorti en tout cas. Que puis-je te dire pour le faire deviner? Disons que c'est l'adaptation d'un bouquin qui a pour morale que le bonheur est mieux quand il est partagé. Le bonheur est mieux quand il est partagé. Oh là là. En plus, c'est un livre. Donc moi j'ai une culture littéraire qui est très limitée, laissez-moi vous dire. C'est un vieux livre. Années 70-80, je dirais. Peut-être le bouquin est sorti fin 80, début 90, quelque chose comme ça. Ok. C'est un film anglo-saxon? Oui. Ok. Je pose des questions, je sais très bien que ça ne m'aide pas du tout. Le livre est pas un roman, c'est plus un journal de bord. Plus un journal. Oh waouh. Qui raconte une histoire vraie. Ah non, c'est pas non, j'allais dire La Route, mais on n'est pas loin. Ah, on n'est pas loin. Alors c'est pas La Route, pas du tout. Mais il y a une notion de route, il y a une notion de prendre la route. Il y a une notion de prendre la route. Bison futé le film. En fait, il s'agit tout simplement de l'adaptation de la notice du jeu Les 1000 bornes. Oh, on va peut-être faire un film un jour. Bon, je sais pas, dis-moi. Into the Wild. Ah, mais oui, d'accord, je suis bête. L'adaptation. Ça date tant que ça, 70, tu penses? Non, je pense fin 80. Je pense que lui, d'accord. il était dans les années 80-90, fin 80, début 90. Joué par Émile Hirsch. Exactement. Acteur sous-côté également. Alors, il a eu un pic. Ouais, mais il est très vite redescendu. Et pendant 2 ans, on l'a vu partout. C'était le Cadmerade américain.
C'est la pire comparaison. Pas la pire, mais la plus improbable. Ouais, mais la plus vraie. C'est pas fou. Après, Cadmerade, il a su tenir un peu ça. C'est le Pierre Ninet américain. Bah non, il est partout, Pierre Ninet, depuis 10 ans. Il fait tous les films français. C'était le Emile Hirsch américain. Je pense que c'est le Kev Adams. Ah non. Ah non. Tu le couperas, lui. Non, je vais le laisser. Ok. Et donc du coup, l'adaptation de l'histoire vraie de Christopher McCandless, qui est un Américain qui était passionné par l'auteur David Henry Thoreau. David Henry Thoreau qui a écrit le bouquin Walden. Père de Guillermo. Non, pas du tout. Il a écrit le bouquin Walden ou La vie dans les bois, et c'est l'histoire d'un homme fin des années 1800, 1890, quelque chose comme ça, qui va réfuter un peu la société en allant s'isoler tout seul et vivre dans un chalet au bord d'un lac. Et du coup, qui va redécouvrir l'appel de la forêt, en gros. Et Christopher McCandless, qui ne se sent pas bien dans sa famille, qui est la pure famille de la société de consommation américaine, le papa qui travaille, la maman qui est ménagère, tout ça. Il ne se reconnaît pas dans ce schéma sociétal, et du coup, il décide de vivre sa propre exode et de faire son propre Walden, et il part vivre tout seul en Alaska, en autosuffisance totale dans la forêt, accueillir des champignons et manger des poissons pêchés dans des rivières. Bref, l'intérêt de ce film n'est pas tant le projet, mais plus le voyage qui l'amène. C'est vraiment le classique, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage route, pour y aller. Ouais. Parce que, en fait, ce film va vraiment nous parler de toutes les personnes qu'il va rencontrer sur sa route et de toutes les personnes qui sont autant de bonnes raisons d'arrêter son projet. Parce que, en fait, lui, il fuit sa famille, il fuit sa société. Et en fait, à travers son voyage, il rencontre des personnes qui lui permettent de comprendre qu'il y a une autre façon de vivre. Il y a une autre façon de voir la vie. On n'est pas obligé de suivre les codes de cette société qui te dérange tant. On n'est pas pour autant obligé d'aller s'isoler en plein milieu de la forêt en Alaska, quoi. Sauf que lui, il est borné, il veut vivre son truc, il veut vivre son Walden, et il va s'isoler jusqu'à malheureusement. Parce qu'il est quand même, il apprend sur le moment, quoi, un peu. À tout. D'ailleurs, ça a été une grosse critique, c'est que le film est une version très édulcorée de l'histoire réelle, mais en fait, l'histoire réelle, le vrai Christopher McCandless, est beaucoup décrié. Beaucoup le considèrent pas du tout comme un héros moderne, le considèrent plutôt comme quelqu'un d'assez stupide, de ne pas s'être préparé, voilà, et de juste penser que j'arrive dans la forêt et hop, je vis mon exode. Néanmoins, pour moi, ça fait partie du côté un peu candide du personnage et de ce côté très naïf de croire que pour fuir la société, il suffit juste d'aller s'isoler dans les bois. Et je pense que c'est un profil de personnage qui s'adresse beaucoup à des personnes qui sont dans leur vingtaine, qui découvrent le monde, tu vois, hop, t'as eu ton bac, et hop là, t'as les portes du monde qui s'ouvrent vers toi, et je pense que t'as beaucoup de personnes qui sont appelées par cette envie de découvrir, d'explorer, de voyager, de machin. Et moi, c'est un film qui m'a accompagné, c'est simple, vraiment de mes 20, 21 ans jusqu'à mes 27, 28 ans. Jusqu'à ce que moi-même c'est vrai que quand tu vois ce film jeune entre ado et moi je dirais post-ado. Alors moi je dirais ado, post-ado, post-apocalyptique. Apocalypse Now. Non, en vrai, ouais, ça te marque, hein, parce que je me souviens que je l'ai vu, je sais plus si je l'ai vu à la sortie ou quoi, mais c'était bien resté dans ma tête quand même comme film, et c'est très fort. Ouais, et c'est Sean Penn qui est à la réal, très très bon réalisateur, Sean Penn, hein, c'est pas qu'un bon acteur, c'est aussi un très bon réalisateur. Et en fait, pourquoi moi c'est un film qui me réconforte énormément, parce que déjà, tout bêtement, c'est un film qui me fait voyager. Et c'est un film qui me fait rencontrer des personnes qui sont toutes plus adorables les unes que les autres. Toutes les personnes qui vont entourer l'épopée de Chris McCandless, c'est des personnes que tu aimerais rencontrer dans la vraie vie. Et dans ce film, ce que j'aime, c'est que McCandless devient presque un prétexte, et sur la longueur du film, tu t'attaches presque plus aux personnes qu'il rencontre, parce qu'elles ont toutes un espoir. Elles projettent toutes quelque chose en Chris McCandless, et tu as l'impression qu'il leur apporte autant que ce que eux apportent à Chris sur la construction. Et il y a vraiment, je trouve, une élévation mutuelle de l'humanité dans ces... Je suis tellement inspiré là, c'est quoi ce qui se passe? Ouais, je bois tes paroles. Et du coup, voilà, c'est vraiment... ça, c'est mon genre de film feel good. Et si jamais... vas-y, dis-moi. En toute... c'est pas pour faire des comparaisons de mauvaise foi, mais tu vois, si je compare Little Miss Sunshine et Into the Wild, pour moi, il y a un vrai, avec Into the Wild, malgré le dénouement qui est un peu tragique et tout, mais il y a
un vrai apaisement, il y a une vraie notion d'humanité. Là où Little Miss Sunshine, pour moi, fait plus appel à des angoisses. Mais c'est personnel, hein. Oui, pour toi. Oui, mais de toute façon, c'est le film feel good numéro 1 préféré de la Terre entière. Donc, je ne me bats pas contre ça. Et si jamais il y a des gens qui sont encore en doute sur Into the Wild ou quoi, et qui se disent, ouais, je regarderai peut-être un jour. Je sais que cette actrice a une grande fanbase. Il y a Kristen Stewart dedans. Exactement. Donc si ça peut vous aider à mater ce film, n'hésitez pas. Qui joue mieux que dans Twilight? Parce que je sais qu'il y a un gros tout le mème. monde hors Twilight joue mieux que dans Twilight. C'est vrai. Tous les acteurs après Twilight ont mieux joué que dans Twilight. Je pense que le truc requis était genre jouez mal, s'il vous plaît. Sauf comment il s'appelle, Taylor Lautner. Ah oui, il joue mal dans tous les trucs. Il est très sympathique, hein, mais il joue très très mal. Oui, mais sa carrière a montré que malheureusement, il n'était pas fait pour ça. Ouais, ça arrive, hein, écoute. Écoute, il a déjà dû prendre un joli billet avec. Oui, il a l'air très heureux. Tout va bien. Tant mieux pour lui. Donc voilà, peut-être que j'apprends rien à personne parce que je pense qu'Into the Wild, pareil, c'est un film, je crois qu'il est sorti en 2007 ou 2008. Ouais, mais c'est quand même 20 ans là. Hein. Et ouais, ça va faire 20 ans. Mais je pense que c'est un film qui est resté un peu culte pour beaucoup de personnes. Ah, et je tiens à. Déjà, il y a Vince Vaughn aussi dans le film. Oui, c'est vrai, Vince Vaughn. Putain, il est venu dans tous les films. Ah ouais. Mais tout à l'heure, j'ai failli te dire, il est dans mon film après. Tout, mais je voulais pas trop. Et je tiens, et je mets un point d'honneur et je terminerai avec ça sur Into the Wild, que c'est pour moi un des films qui a une des meilleures BO pour l'accompagner. Dans le sens où tous les morceaux choisis, déjà la plupart des morceaux de la bande originale ont été faits par Eddie Vedder. Oui, c'est vrai. Ancien guitariste-chanteur de Pearl Jam, qui est excellent, qui a une voix exceptionnelle, et qui du coup après a fait sa carrière solo et il a fait le film. Mais à côté de ça, il y a aussi plein de morceaux qui sont des musiques empruntées pour faire une playlist. Et c'est une des playlists de films que j'ai le plus écouté parce que c'est une des playlists qui accompagne mais tellement bien son film et c'est super bien mixé parce que t'as des musiques qui vont vraiment avoir des envolées, puis après il y a des reprises de dialogue sur une musique qui s'efface et la musique est continue dans le film. C'est exceptionnel. D'ailleurs, ça n'a rien à voir au niveau style de musique, mais les musiques qu'ils ont mis dans Zoolander sont exceptionnelles. Frérot, t'as pas le droit de ramener Zoolander après. J'ai oublié de le dire, j'ai pas mes notes aujourd'hui. Donc voilà, juste tu regardes pas le film, t'écoutes la musique Zoolander, c'est trop bien. Il y a du wham et tout, genre c'est génial. Mais très bien, ouais, écoute, voilà, tu m'as donné envie de le revoir. To the Wild, retournez-y, c'est Chamallow, quoi, c'est trop bien. Un peu triste. M. Night Shyamalan. Waouh. De l'épisode. Je sais pas, il y en a pas mal là aujourd'hui, je pense. M. Night Shyamalan, j'aime beaucoup. Pour le lore. Oui, c'est vrai. Donc voilà les amis, on arrive gentiment au bout de cet épisode, mais avant de se quitter, Pierrick, un dernier segment. Ah bah non, je peux pas te le faire. Eh ben non, un jour peut-être. Quand tu seras toi-même invité dans le podcast. Ça, imagine. En fait, un jour, il faudrait qu'il y ait 2 autres personnes qui nous remplacent et nous, on est les invités du podcast. Ah ouais. Ça serait rigolo. Mais je pense que je serais chiant un peu sur la présentation. C'est sûr et certain. C'est pas mon podcast. C'est pas comme ça qu'on fait. Mon cher Pierrot, où est-ce qu'on peut te retrouver tout simplement? Oui, j'attends, je me dis quelle est la suite de cette phrase. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Tout simplement sur les réseaux. Peut-être, je croise les doigts au Festival de Cannes et au Festival d'Annecy cette année, puisque j'ai fait ma demande d'accréditation. Sinon sur les réseaux, Pierrot Cinéma. Voilà, là, j'ai très hâte qu'on tourne ce que j'ai pu écrire. Et voilà. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pareil, les réseaux, d'un point de vue personnel, Movies, MOUVIIZ, où ça parle toujours d'anecdotes. Je fais un peu de storytelling maintenant. Mais surtout, les amis, n'oubliez pas de vous abonner au Instagram du Podcaps. Si vous avez aimé cet épisode, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, les 5 étoiles, enfin tout ce qui peut soutenir. Je vous invite également à suivre l'association Capsule Pictures qui produit ce podcast, parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent avec Capsule Pictures. Et cette fois-ci, c'est vrai, je sais que l'année dernière, j'ai beaucoup dit ça et en fait, il se passait pas grand-chose. Mais en fait, il se passait beaucoup de choses en coulisses. On attendait ce qui va se passer là bientôt. C'est un peu ça, mais en fait, non, il se passait beaucoup de choses en coulisses, puis la vie perso et tout. Mais là, vraiment. Là, ça bouge. Ouais. Ça bouge et ça bouge bien. Donc, voilà, les amis. Je pense qu'on a fait le tour. Bah ouais, hein, écoute. Hein. Mon cher Perrault. Oui. Un vrai plaisir d'avoir co-animé. Je crois que tu allais me demander genre un mot au pif et je me suis dit, ouais, j'ai eu des flashbacks du début. C'est ça que t'allais faire? Ça vient. J'allais te dire, un vrai plaisir d'avoir co-animé en B2B ce podcast. Mais on va reprendre les bonnes habitudes. Un mot pour finir? Bah, Chamallow, hein. Chamallow, c'est tout. Chamallow. Allez, bisous tout le monde. À dans 2 semaines. Ciao. Bye bye.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.